Salut Raphaël, Salut Elliot, tu vas bien? très bien et toi? Écoute, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui pour la seconde fois. Tu es un des premiers invités qui revient sur le podcast. Ça fait déjà 3 ans que tu es passé, mais on va quand même refaire une petite présentation pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode ou bien simplement qui voudraient savoir ce que tu fais de nouveau. Donc est-ce que tu peux commencer l'épisode par te présenter s'il te plaît? Yes, bien sûr. Un grand plaisir et honneur de revenir sur ton podcast. J'ai réécouté d'ailleurs le premier podcast et je vois qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis, donc avec plaisir. Je m'appelle Raphaël Maisonnier. J'ai maintenant 31, bientôt 32 ans. Je suis cofondateur et CEO d'un organisme de formation qui s'appelle Fasterclass, qui a été incubé à Station F, qui est spécialisé dans les soft skills et qui est certifié Calliope, et dont l'objectif est d'avoir un max d'impact en un minimum de temps pendant nos formations. Et sinon, au-delà de ça, à titre perso, je suis quelqu'un qui j'estime être assez curieux. Et sinon, j'aime beaucoup tout dès qu'il y a un peu du challenge, du défi, notamment les défis sportifs. Par exemple, j'ai fait la diagonale des fous en famille avec mes frères, mon père et mon cousin en octobre dernier là à La Réunion. J'ai joué en Ligue 1 de hockey sur gazon. Là, j'ai un peu les pétoches parce que dans 2 jours, j'ai un ultra au Puy-en-Velay de 130 bornes et 5500 D+. Donc voilà, dès qu'il y a un peu de challenge, je me dis allez go go go, Ah oui, on tu blagues pas, essaye. ouais, tu fais pas le petit marathon du coin. Non, non, c'est tout de suite Ouais, du long. j'ai Ok. jamais fait de marathon, mais Ah ouais, t'es passé directement à la catégorie au-dessus. ouais, c'est l'influence des parents ça. Mais non, mais en fait les marathons, je trouve ça très très dur. Ok. Limite plus qu'un ultra parce que t'es à fond en fait pendant le temps que tu veux mettre sur ton marathon. Si tu veux mettre 3h30, en gros t'es à la limite pendant 3h30. Alors que l'ultra trail, en fait, tu montes, tu descends, tu vas au prochain ravito, tu marches quand ça monte ou quand t'es pas bien. De toute façon, tu t'en fous du temps parce que le but c'est juste de réussir à finir. Et donc en fait, je trouve que t'es moins à la limite de la souffrance extrême. Ok, Donc intéressant. voilà. Donc c'est plus Intéressant. sympa. Bon, alors je vais revenir un tout petit peu sur ce que tu as dit quand même. Il y a un truc qui, moi, me fait tilter, c'est que tu as dit que tu es un organisme de formation et que tu es passé par le plus grand incubateur du monde, donc Station F. Euh, Comment ça se fait qu'un organisme de formation se retrouve là? Et finalement, qu'est-ce qui a changé par rapport à quand tu es arrivé à l'incubateur? Ce qui a fait qu'un organisme de formation se retrouve à Station F, c'est que pendant très longtemps, la formation n'a pas changé. Les méthodes en formation n'ont pas beaucoup changé. Euh, Alors que t'as Internet qui a débarqué, alors que maintenant t'as même l'IA qui a débarqué. T'as plein de choses qui changent, le monde change autour de nous. Euh, la formation, depuis des décennies, et même encore aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, c'est tu veux former quelqu'un, tu réunis, je sais pas, tu veux former tes managers, tu réunis tes managers dans une salle pendant une journée, tu fais appel à un formateur, il fait son truc pendant une journée, et puis après il part, et après c'est fini. Et en fait, c'était pareil il y a 10 ans, c'était pareil il y a 30 ans, il y a 50 ans sûrement aussi. Et donc il était peut-être temps de voir les choses un peu différemment avec toutes les nouvelles technologies, et avec une question qui nous a vraiment drivé, désolé pour l'anglicisme, sur laquelle on s'est concentré, qui est de se dire comment est-ce qu'on peut avoir plus d'impact en moins de temps, le plus grand impact possible en un minimum de temps. D'autant plus qu'aujourd'hui, on court tous après le temps. On l'entend tout le temps c'est de l'argent, je suis sous l'eau, j'ai pas le temps, etc. etc. Donc voilà, on sait que le temps, c'est chaud. Donc voilà, minimiser le temps en formation et avoir le plus d'impact possible pendant ce temps-là. Donc à la base, vous aviez commencé, de mon point de vue, un petit peu comme une EdTech. Donc raconte-moi qu'est-ce que vous faisiez à l'époque et qu'est-ce que vous fournissez aujourd'hui dans les grandes lignes. Alors, à l'époque, on s'était dit, c'était une grande mode suite au Covid, donc on a eu la même idée qu'à peu près tout le monde, qui était de se dire, il est temps, maintenant qu'il y a de la distance et qu'elle est en train d'être acceptée, faisons un Netflix de la formation avec des super contenus que les gens pourront regarder et kiffer, tout ça, tout ça. Et en fait, on est très vite arrivé à certaines limites. La première, c'est que en fait, les gens quand ils sont au boulot, ils ne veulent pas, enfin, ils ne pensent pas même en fait à se former. Ils ont tout le temps des priorités. Et donc, si t'as pas une deadline en mode il faut que je fasse ça avant tel jour, etc.
Si tu as juste des contenus, un océan de contenu accessible, bah tu vas pas te dire tiens aujourd'hui je vais me former au feedback et je vais pas faire mon boulot. Ça marche pas comme ça. Donc ça c'était la première grosse limite. Et la deuxième, c'est que on passe pas non plus de tout à rien et en fait on a aussi parfois besoin de contact humain en synchrone pour pratiquer ensemble, sentir une certaine dynamique, avoir des retours en live sur ce qu'on est en train de faire et pas juste être que derrière son écran. Donc là, notre chance a été quand même de se dire, quand on a voulu au début faire qu'un Netflix de la formation, on a compris l'importance de faire des épisodes courts, hyper précis, avec de quoi mettre en pratique, des trucs très concrets, etc. Des épisodes de grande qualité. Donc on a été chercher des super experts, on les a fait bosser leur script, mais comme des malades, pour avoir le truc le plus raffiné possible, le plus efficace possible. Et ça nous sert toujours aujourd'hui. En revanche, on ne se limite pas à ça. Et aujourd'hui, notre partie Netflix de la formation, c'est que 20% de notre chiffre d'affaires, alors que les parcours hybrides qu'on a ensuite créés avec les DRH de 4 très belles boîtes, qui sont Aircall, Vodoo, Matera et Ornicar, ça représente aujourd'hui 60% de notre chiffre d'affaires. Et les 20% restants, c'est du sur-mesure. Et quand je dis parcours hybride, c'est pas forcément présentiel, distanciel, c'est synchrone et asynchrone. Donc on va avoir des temps en asynchrone où les gens vont regarder quelques vidéos pour avoir la théorie avant de se mettre les choses en pratique, et des temps en synchrone, donc on est tous connectés en même temps, donc c'est pas forcément présentiel, mais c'est juste on est présent en même temps, que ce soit en présence ou à distance, pour mettre en pratique, et avec un max de mise en pratique. Donc ça, c'est ce que demandent finalement les gros scale-up, les grandes entreprises, parce que on peut même dire Vodoo, c'est même une grande entreprise aujourd'hui, Matera peut-être un tout petit peu moins. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est valable un peu partout, même si je vais chez un LVMH, si je vais chez je sais pas, RATP ou des trucs un peu plus classiques, on va dire? Ouais, complètement. En fait, si on l'a fait, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte à l'épreuve du marché, en fait, qu'on se coupait 80% des ventes possibles si on faisait pas aussi des trucs en synchrone et un peu en hybride, un peu innovant. Donc on l'a fait à l'épreuve du marché, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a tout type de clients qui nous contactent. Donc on a beaucoup de startups scale-up parce qu'on vient de là et qu'on connaît bien ce secteur-là. On a bossé avec des Vodoo, des ShipUp, des Weekendoo, des Conto, des Lucas et plein d'autres scale-up, startup scale-up. Mais on a aussi des très grands groupes, du Decathlon, du Louis Vuitton, de la Redoute, du Auchan, Limagrain, Sistra, enfin voilà, il y en a plein comme ça, Veralia. J'en oublie plein qui sont très gros, qui ont encore bossé avec nous, et désolé pour eux. Et en même temps, on bosse aussi carrément avec des ONG, du Alliance pour l'éducation, qui ont fait du repeat aussi avec nous. On est en train de bosser là, de planifier une formation pour la Fédération française des diabétiques. On a bossé avec WWF. Voilà. Donc vraiment, ces modes d'apprentissage qui sont très efficaces vont fonctionner pour, en fait, c'est des trucs qui marchent pour les humains qui bossent, quoi. Et on est beaucoup dans ce cas-là. Ouais, c'est ce que tu me disais avant qu'on démarre le podcast, que les formations classiques finalement étaient sur une journée de 7 heures, et que là vous étaliez les 7 heures sur par exemple un mois, et que sur ces 7 heures il y avait 6 heures de cas pratiques, c'est ça? C'est ça. Ce qui fait qu'à 6 heures il y a autant de cas pratiques. En fait, donc on a, pour avoir le plus grand impact possible, les RH qui sont venus nous aider à concevoir notre parcours nous ont dit, mais déjà, la théorie c'est cool, mais si ça change pas dans les pratiques, si ça n'a pas d'impact, ça sert à rien. Donc on veut mettre en pratique. Et après, pour mettre en pratique, il faut des sessions de mise en pratique. Et après, il faut que ces sessions de mise en pratique aient du suivi dans le temps. Donc c'est pas je mets en pratique une fois et c'est bon, c'est acquis. Et donc là, on s'est dit, voilà, le seul moyen, si les gens sont prêts à se former sur l'équivalent d'une journée qui est égale à 7 heures, le moyen de faire ça, moi je peux pas faire venir par exemple mes formateurs pour 1 heure dans des locaux, ça va coûter beaucoup trop cher, avec tous les déplacements et tout ça, et le faire de manière répétée comme ça. Donc on le fait à distance, mais on va mettre de la pratique toutes les semaines, 1h30 par semaine, par exemple tous les mardis pendant 1 mois, de 11h à 12h30. Et donc tu as 1 mois où tu te formes genre au feedback. Et donc c'est ton mois du feedback où tout le mois, mardi de 11h à 12h30, tu as un atelier sur le feedback de mise en pratique sur tes cas à toi. Et c'est important que ce soit sur tes cas à toi et pas genre des cas fictifs de Jean-Michel de la compta qui répond à Micheline de la RH, parce que sinon en fait les
les gens ne se reconnaissent pas. Ils se disent mais ça je m'en fous en fait, c'est pas mon quotidien à moi. Donc par exemple, tu as un atelier sur le feedback qui va être sur comment donner du feedback. Bah, tu vas bosser sur un feedback positif et un feedback correctif que tu vas ensuite donner dans la vraie vie parce que tu l'as préparé pendant la session. La semaine d'après, c'est comment demander du feedback et comment bien réagir au feedback. Bah, pareil, tu vas préparer sur comment demander, sur quel sujet, etc. Et après, bien te préparer à réagir parce que l'autre, s'il n'a pas été formé, il va peut-être te faire un truc qui n'est pas très agréable à entendre. Il faut être prêt à l'entendre aussi. Et le dernier atelier, par exemple, ça va être sur des routines de feedback à mettre en place. Comme ça perdure dans le temps. Et pareil, là, c'est des routines qu'on prend avec ton contexte, ton équipe. C'est quoi les routines que vous avez déjà? Est-ce qu'on peut en greffer certaines sur ces routines-là? Est-ce qu'on en crée d'autres et tout ça? Mais donc ça permet de, plutôt que de faire 7 heures d'un coup, d'avoir vraiment de la mise en pratique et mettre les mains dans le cambouis. Et après, en fait, il nous reste 1 heure pour faire 7 heures. Et on s'est servi de cette heure-là pour nos mini-séries qu'on avait fait notre Netflix de la formation, où là, en fait, on a toute la théorie qu'on fait regarder par petits bouts avant chaque atelier pour pouvoir pratiquer de la meilleure des manières. Et éviter que l'atelier, en fait, soit un grand cours magistral où, en fait, on te rappelle des trucs et tout le monde se tait, on écoute un grand professeur. Là, c'est pas l'objectif. Là, tu regardes tes quelques épisodes de 3 minutes, même la veille à minuit dans ton lit, on s'en fout. Ouais, donc c'est une dizaine de minutes de théorie pour 1 heure de pratique, quoi. C'est ça. Ouais, en gros, c'est ça. Le ratio. C'est ça le ratio, ouais. Ok. C'est ça le ratio. Ok. Et alors, tu as donné des exemples avec du feedback, avec des retours qui peuvent être pris positivement ou négativement. Là, on parle un peu de soft skills. Je crois qu'il y a un petit sujet sur les soft skills dont tu voulais nous parler aujourd'hui dans l'épisode. Est-ce qu'on peut peut-être l'aborder, si ça te va? Ouais, c'était en fait la raison pour laquelle je voulais absolument faire cet épisode, c'était pour passer ce message-là. Je vois de plus en plus des articles passés, des posts, des podcasts, des magazines sur le fait que, en gros, les soft skills, ça sert à rien, voire c'est négatif. Il y a carrément eu l'Express, j'étais très étonné parce que à la base, j'aimais bien l'Express. Enfin, j'aime bien l'Express même, je veux pas parler au passé, mais qui a fait tout un dossier sur les délires des soft skills, les délires du management, des coachs et tout ça. J'ai vu un article passer qui était carrément les soft skills nous mènent à la médiocrité. Et donc là, mais je suis tombé de ma chaise, quoi. On peut pas passer ce genre de message-là. C'est complètement faux. Au contraire, les soft skills mènent à l'excellence. Et en fait, le raisonnement de ces articles qui est de dire que les soft skills mènent à la médiocrité, c'est de dire, en fait, les gens dissimulent leur incompétence, hard skills, par des qualités comportementales qu'ils auraient ou relationnelles et qu'on peut pas vérifier. Mais ça, en fait, c'est par exemple, on dit, aujourd'hui, on va préférer un médecin bon qu'un bon médecin. Et en fait, c'est faux, tu vois, c'est opposé des hard skills et des soft skills. Il va y avoir des dérives dans les deux cas. Peu importe ce que tu prends, tu vas avoir des bons médecins, des mauvais médecins, tu vas avoir des bons coachs, des mauvais coachs, mais des bons formateurs, des mauvais formateurs, tu vas avoir des bons profs, des mauvais profs, des bons patrons, des mauvais patrons. Il y a du bon et du mauvais partout. Mais d'opposer, en gros, les bonnes compétences à des mauvaises compétences, en mode les hard skills, c'est les bonnes compétences, et les soft skills, c'est les mauvaises compétences qui te mènent à la médiocrité, c'est complètement faux. Et c'est la combinaison de hard skills et de soft skills qui vont mener à l'excellence. Et c'est un grand hasard, mais j'écoutais pas plus tard qu'hier le podcast de Génération Do It Yourself avec Gérard Saillant. Et c'est un des plus grands chirurgiens français, le type, quoi. Le mec, il a opéré Ronaldo, qui lui a dédié 2 buts en finale de la Coupe du Monde en 2002. Il est au PSG aujourd'hui à s'occuper de tout le truc médical là-bas. Il était chirurgien à la FIA. Bref, le mec, c'est une brute. Et en gros, il t'explique que pour lui, c'était facile quand c'est dans le bloc. C'est la routine. C'est ce qu'il fait tous les jours, etc. Et c'est pas là qu'il y a des risques. Tout est millimétré. Là où c'est plus dur, là où il y a des risques, c'est l'avant et l'après ces chirurgies. Et l'avant, par exemple, ça va être l'écoute de son patient, la capacité d'écoute, comprendre ses enjeux. Est-ce que le patient, par exemple, c'est des sportifs, est-ce qu'ils ont des échéances courtes ou pas? Est-ce que où ils ont 1 année pour s'en remettre, ou est-ce que non, il y a les JO dans 3 mois, je dois participer absolument à ces JO là. Moi, l'objectif de ma vie, c'est ces putains de JO. J'avais une chance de médaille.
Et donc en gros, soit on fait ça, mais il y a un risque et il y a une chance sur deux que tu participes pas et que l'opération foire, mais est-ce que tu es prêt à prendre le risque? Ou est-ce que non, tu as un an devant toi pour préparer une grosse compète, et dans ce cas-là, on prend moins de risques, et puis on prend plus de temps, et on fait une autre opération, et puis ça se passe, mais ça se passera mieux. Mais peut-être qu'en fait, le gars, non, il voulait juste faire ses JO et il est prêt à tout le risque pour ça. Donc, en fait, un bon médecin, un bon chirurgien, doit avoir cette capacité d'écoute, doit comprendre son patient. Et donc, les soft skills sont indissociables de l'excellence. Je dis pas qu'il faut pas de hard skills, je veux pas être l'extrême, et même d'ailleurs, une des premières soft skills, ça va être la capacité d'apprendre et la capacité de se remettre en question. Et je vois aujourd'hui tous les leaders que j'ai pu avoir autour de moi. J'ai pas mal de potes qui ont fait des super belles boîtes. Aussi, j'ai pu rencontrer, Maud Bailly chez Accor. J'ai pu l'interviewer dans le cadre de Faster Class. Un autre entrepreneur qui a créé une super boîte, Aldebaran Robotics, qui l'a revendu plusieurs centaines de millions à SoftBank. Tous, je les vois, ils passent leur temps à apprendre. Ils sont ultra curieux. Ils se considèrent jamais comme des produits finis, en mode c'est bon, je sais, je suis le king et machin. Ils sont à la fois humbles et à la fois très curieux. Ils se remettent en question. Ils ont des certitudes, en mode aujourd'hui, ma meilleure conviction, c'est ça. Mais s'il y a un truc qui me prouve le contraire demain, ou qui est une meilleure preuve, je changerai d'avis. Et ils apprennent. Ils se considèrent jamais comme des produits finis, quoi. C'est des éternels apprenants. Et alors là, on prend les exemples, tu vois, d'experts, des meilleurs, de l'excellence. Donc pourtant, de l'excellence, il est, je pense qu'on sera globalement tous d'accord qu'il faut avoir les soft skills plus les hard skills. Ouais. Moi, la question que je me pose, c'est finalement, est-ce que le message de ces articles de l'Express ou ailleurs, finalement, n'est pas de dire, on a aujourd'hui des jeunes qui vont se concentrer que sur les soft skills, peut-être oublier les hard skills. Comment on trouve le juste milieu entre ces deux choses? En fait, je suis d'accord qu'il faut trouver un juste milieu dans ces deux choses. Je ne pense pas aujourd'hui que on favorise suffisamment, on favorise trop les soft skills au détriment des hard skills. Et d'ailleurs, c'est généralement en bossant très dur qu'on va acquérir les deux. C'est-à-dire que la capacité de travail, ça fait partie des soft skills, à ne rien lâcher. C'est des trucs que tu vas retrouver dans le sport de haut niveau. C'est des trucs que, quand je parlais de trail au début, quand tu fais la diagonale des fous, tu passes par des hauts et des bas, tu dors 90 minutes sur 62 heures. Enfin, on est parti le jeudi soir, on est arrivé le dimanche matin. Ne pas lâcher, c'est une soft skills, mais que tu vas voir avec la répétition de l'effort, et qui va en fait aussi être que tu vas acquérir aussi pendant tes entraînements de hard skills. Et donc c'est quelque chose qui est très compliqué, et c'est très dur aujourd'hui de dissocier les deux. Et en revanche, quelqu'un qui va juste vouloir, il va y avoir des gens qui vont être brillants, mais qui ne vont jamais réaliser leur potentiel. Et même par exemple des entrepreneurs qui auraient pu être brillants, des gens très intelligents, mais qui, face à la difficulté, vont lâcher. Et la résilience, qui est un point vraiment très important, voilà, dans ce que j'entends. Ah bah oui, et du coup, ils vont jamais faire ce qu'ils auraient pu faire. Tant pis pour eux. Et donc, ouais, la capacité d'apprendre, de se remettre en question, mais aussi la résilience, ne rien lâcher, la volonté. En anglais, ils disent le willpower. Ça, c'est des soft skills qui sont hyper importantes si tu veux atteindre l'excellence. Et il y a personne d'excellent qui pourra se passer de ces deux soft skills-là. Et alors, comment j'apprends à finalement apprendre ? Comment être efficace là-dedans ? Il y a apprendre à apprendre. Alors ça, c'est un sujet compliqué. Il y a toujours une notion de répétition de l'effort. Donc tu vas pas réussir à apprendre comme ça dès le début. Je décide d'apprendre et boum, j'apprends. On va chacun un peu avoir nos petites techniques. Il y a des choses quand même qui sont quand tu veux faire des formations, de mettre en pratique sur des cas très concrets qui vont te servir et avoir des quick wins au début, c'est quand même assez sympa, qui permettent de nourrir la motivation. Tu crois à les gamifications ? Tu penses que c'est important ou pas ?
je pense que c'est toujours un plus, hein. Ça doit pas être le cœur. C'est pas parce que tu fais un truc gamifié que le truc va t'apprendre des trucs géniaux. Mais en revanche, si tu peux tirer parti d'une gamification, faut y aller, hein. C'est cadeau. Euh, Faut être très pragmatique sur le sujet. Mais et après, pour apprendre à apprendre, typiquement dans les soft skills, il y a une croyance il y a beaucoup d'innés. Tu vois, ah bah lui il a des facilités, c'est un super communicant, ah lui il a tout, c'est un super manager depuis qu'il est petit, il a le tempérament, etc. etc. Euh, En fait, je pense que comme dans tout, il y a une part d'inné. Il va y avoir une part au même titre que il va y avoir une part d'inné, mais enfin dans tout, tu vois, peut-être que Ronaldo au foot, bah ouais, il avait une part il avait des prédispositions. Euh, donc pareil pour du tennis, enfin bref, on a des prédispositions. Mais après, au-delà d'être juste des génies, il y a le travail. Et pour le soft skill, pour les gars qui sont super forts en com, et ben les meilleurs, et ben ils vont bosser, ils vont travailler. Pareil pour du management. Il y en a qui vont être ils vont avoir plus ou moins d'appétence à la base ou de prédisposition, mais derrière, il y a du travail. On va se prendre des tôles, il y a des galères, etc. Et donc, l'éducation, que ce soit à l'école ou par les parents, typiquement, de susciter la curiosité chez l'enfant dès le plus jeune âge, je pense que c'est clé. De montrer l'exemple, d'avoir de la joie quand on apprend quelque chose, quand on découvre quelque chose, la joie de le partager, d'être généreux là-dessus. C'est quelque chose qui peut avoir un énorme impact pour la suite de la vie des enfants qui deviennent adultes. Mais si jamais ce travail n'est pas fait à ce moment-là, il peut être fait plus tard. C'est juste un cadeau que les parents font à leurs enfants s'ils arrivent à leur transmettre cette soif d'apprendre et ce goût de l'apprentissage. Tu penses que ça se développe bien? Enfin, c'est assez facile de développer une curiosité? Je pense que c'est un travail du quotidien, donc je dirais pas que c'est facile. En revanche, quand on est soi-même curieux, ou qu'on est soi-même, qu'on aime apprendre, là tout de suite ça devient plus simple. Parce que je pense que les enfants, qu'on le veuille ou non, en fait, ils vont regarder leurs parents avant tout. Et ils vont regarder comment font leurs parents. Et s'ils voient que quand leurs parents apprennent quelque chose, ils sont heureux, qu'ils le partagent, et qu'ils ont des étoiles dans les yeux, et qu'ils veulent leur apprendre des trucs, et que quand eux ils apprennent, leurs parents sont aussi trop contents de voir ça. Ouais, là ça devient tout de suite plus facile. Est-ce que finalement les enfants sont plus intelligents soft skills que nous? Parce que quand on y pense, un enfant est hyper curieux de tout en fait dès le plus jeune âge, donc c'est quelque chose qu'on perd et qu'on doit réapprendre, ou est-ce que c'est naturel et c'est comme ça et il faut faire avec. Je pense pas qu'on le perde tous déjà. Ouais. Non, je pense que c'est possible qu'on soit très curieux au début, oui, parce qu'on apprend plein de choses au quotidien. Je sais plus qui m'avait dit ça, donc apprendre avec des pincettes à vérifier et tout ça. Mais dans les 2 premières années de notre vie, c'était peut-être la première, t'as un émerveillement en mode gros shot de dopamine et tout ça. Je crois que c'était toutes les 10 minutes parce que tu apprends quelque chose. Et t'es genre, wow, un truc de fou. Parce qu'au début, tu sais rien, quoi. Donc, tu as toute la vie à apprendre. Et ces trucs-là diminuent peu à peu avec le temps, parce que déjà, on sait déjà de plus en plus de choses, donc on apprend de moins en moins. Et après, parce que aussi, c'est parfois vu comme une corvée, tu vois. Non, tu dois aller à l'école, nanana, et bam, ça devient une corvée. Genre, le goût du travail, pareil. Le travail, est-ce que c'est la vision tripalium du latin, en mode c'est de la souffrance et tout ça, ou est-ce que c'est une joie, tu vois. Moi, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus avec mes parents, qui étaient tous les deux des gros bosseurs. Ils rentraient le soir très tard et je me couchais tard le soir pour les voir, en fait. Donc là-dessus, du coup, je suis un couche-tard, mais ça, c'est de l'éducation aussi, je pense, qui fait que j'étais juste un couche-tard par force des choses. Mais jamais je les ai entendus se plaindre de leur boulot. Et même, j'en souviens, le soir, mon père est rentré, il était pas là une semaine sur 3 parce qu'il était en voyage pour le business, et les 2 autres semaines, il rentrait à 22h. J'attendais de me coucher pour juste le voir un peu et lui dire, avoir un moment de qualité avec lui. Et parfois, je lui disais, mais papa, pourquoi tu rentres si tard et tout? Enfin, tu veux pas nous voir, ou enfin, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, non, mais enfin, Raph, c'est juste que pour moi, le travail, c'est comme un jeu, quoi. Je suis avec mon équipe,
On a d'autres gens qui veulent gagner, mais nous aussi on veut gagner, et puis c'est un jeu, et puis il faut qu'on gagne, il faut qu'on les batte, et du coup c'est génial, c'est en mode une partie de risque géante, tu vois. Et il m'a fait kiffer le travail, et je l'ai jamais entendu se plaindre du boulot. Et ma mère pareil, je l'ai jamais entendu se plaindre du boulot. Et du coup, bah, moi j'avais qu'une hâte, c'était de me mettre à travailler, et de me dire mais vas-y on va voir, ça a l'air trop cool ce truc-là. Donc voilà, de réussir à susciter la curiosité et l'envie d'apprendre ou de bosser, c'est juste génial quoi. Quand après ta vie devient un kiff parce que t'aimes ça, parce qu'on t'a inculqué d'aimer ça sans que tu t'en rendes vraiment compte, c'est top. Est-ce que tu crois qu'on devient bon dans les choses qu'on aime ou on aime les choses dans lesquelles on est bon? C'est un peu l'œuf et la poule ça. Je pense qu'il y a quand on aime quelque chose, c'est plus facile de devenir bon parce que le travail est plus agréable, on aime, c'est plus simple de répéter des efforts, d'apprendre, etc. Ensuite, on peut être bon sur des choses qu'on n'aime pas spécialement. C'est là d'ailleurs où tu distingues les zones de génie et les zones d'excellence. En gros, les zones de génie, ça veut des trucs où non seulement t'es bon, enfin t'es meilleur que les autres là-dedans, mais en plus, ça te donne de l'énergie de le faire. Donc en gros, c'est tu kiffes. Alors que les zones d'excellence, c'est t'es bon là-dedans, mais ça te fait pas kiffer plus que ça et ça te demande de l'énergie quoi, de le faire. Tu peux être bon en RGPD, mais pas kiffer ça quoi. Voilà, exactement. Enfin moi, par exemple, je kiffe pas forcément relire tous les contrats, faire le juridique, mais bon, maintenant je sais le faire, j'ai appris à le faire parce que c'était nécessaire pour ma boîte. Tu vois. Je suis bon en français parce que pour mon éducation, enfin ma grand-mère était prof de latin, grec, français, tout ça. Elle m'a fait des trucs assez stricts quand j'étais petit là-dessus, mais en même temps ça me faisait plutôt kiffer d'être avec ma grand-mère, mais voilà. Mais du coup, bah ouais, dès qu'on fait tous les documents qui sortent de chez nous à l'externe, bah je les relis pour être sûr qu'il n'y ait pas de faute. Et je prends 1 heure pour les relire et puis voilà, ou plus s'il faut. Les trades, pareil. Je relis toutes les trades pour tous les parcours en anglais pour être sûr qu'on n'a pas laissé passer quelque chose. Bon bah ça me fait pas kiffer. Surtout la trad, j'ai déjà vu le truc en français, donc je connais déjà le contenu, donc j'apprends vraiment rien, tu vois. Mais je le fais et parce que bah au sein de la boîte, celui qui est le meilleur là-dedans pour le faire, ça va être moi, donc je vais le faire. Mais voilà, donc tu peux être bon dans quelque chose sans forcément kiffer. Par contre, c'est beaucoup plus simple d'être bon si tu kiffes et de répéter les efforts, quoi. Ça me rappelle une étude, alors je sais plus si c'était Harvard ou quelque chose d'autre, mais en tout cas une grande école qui avait fait une étude là-dessus. Et c'était finalement, il suffit de 20% du temps passé sur des tâches qui nous plaisent vraiment pour aimer son travail de manière générale. C'est-à-dire qu'on va avoir, notre cerveau va faire en sorte d'oublier presque le reste, ces petites tâches qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Ouais, le contrat, ouais, mais c'est pas grave, moi j'aime mon taf le reste du temps. Et en fait, on a tendance à s'accrocher à ce qui se passe bien, et c'est pour ça que quand on a un traumatisme, parfois on l'oublie, par exemple, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Donc ça c'est peut-être le petit truc à se dire. Il suffit parfois de pas grand chose, de démarrer sur quelque chose qu'on aime bien pour ensuite après naturellement aller vers le reste. Donc, peut-être pas rester face au mur de oui mais il y a 80% des choses que j'aime pas, ça viendra. Ouais, alors je connaissais pas cette étude, mais ça me semble tout à fait juste. C'est vrai que quand je repense à mon taf, bah, souvent ouais, tous les trucs que j'aime pas, j'oublie très vite quoi. J'oublie très très vite. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'apprentissage, il y a apprendre de base, c'est pas facile. Et il y a un Stéphane Mouriou qui est d'ailleurs à notre board aujourd'hui et qui est un des, je parlais de feedback tout à l'heure, c'est la référence du feedback en France et en Europe. Et c'est une des 2 références mondiales. Si tu prends avec genre Radical Candor aux US, voilà. Et il m'a dit un truc sur l'apprentissage qui m'a marqué. C'est t'as 4 phases dans l'apprentissage. T'as au début, et en fait on va dire ton moral va évoluer dans le temps en fonction de ces phases-là. Donc imaginons par exemple moi je veux me mettre à faire du piano et je veux devenir je veux en fait pouvoir jouer le Roi Lion dans un bar avec tous mes potes avec un piano au milieu et que je m'imagine là en train de faire l'histoire de la vie là et tous mes potes c'est l'histoire de la vie et tout ça et je kiffe, tu vois. Je me dis vas-y, rien que pour ça faut que j'apprenne à jouer du piano. Donc au début j'ai l'incompétence inconsciente. Donc je suis nul, je sais pas trop que je suis nul et que ça va être super compliqué d'apprendre. Donc le moral est bon, tu vois. Le groupe vit bien. Je me dis vas-y, je vais me mettre à faire du piano et puis là, dans 6 mois, 1 an, je vais me faire l'histoire de la vie avec tous mes potes, c'est la folie et tout ça.
Donc ça, c'est l'incompétence inconsciente. Puis après, donc, tu achètes tes premières partoches et tu prends tes premiers cours, et puis au bout de 6 mois, tu es toujours à faire tes gammes. Et tu vois que t'en chies, désolé pour le gros mot, mais enfin, c'est dur. Tu prends pas de plaisir en plus à faire des gammes, franchement, c'est assez relou. Et là, c'est la phase de l'incompétence consciente. Tu te rends compte que tu es nul et que ça va être beaucoup plus compliqué que ce que tu croyais. Et après, et là, en fait, c'est là où tu as le risque d'abandon dans ton apprentissage, de jeter l'éponge, de dire vas-y, tant pis, c'est trop flemme en fait, flemme. Et c'est là où d'ailleurs la soft skills de rien lâcher, le willpower dont on parlait tout à l'heure, est hyper important pour progresser et pour atteindre l'excellence. Et si on l'a pas, il y a aussi des systèmes à mettre en place, je pense, pour essayer de se cadrer. Parce que... Et après, il y a des systèmes à mettre en place, évidemment. On pourra aussi d'ailleurs refaire un peu là-dessus. Mais en gros, ça, c'est la phase clé, l'incompétence inconsciente. La compétence consciente qui est hyper dure à vivre. Et après, peu à peu, je vais me mettre à peut-être de 1 an de machin. Ok, ça va être un peu mécanique, mais je vais jouer mon histoire de la vie. Et là, c'est la compétence consciente. Je me rends compte que ça y est, je commence à faire mon truc. Et après, en fait, t'as la 4e phase qui est la compétence inconsciente. Donc là, c'est carrément, au bout de X années, je me retrouve dans mon bar et j'ai même plus besoin des partages. Et je me retrouve pas à faire l'histoire de la vie, mais je te fais l'histoire de la vie, puis Hercule, puis Mulan, et puis je te fais la soirée entière sur tous les Walt Disney parce que je kiffe ça. Et c'est la folie et on s'éclate. Et là, on prend un pied monstre. Et on passe, quand on a une phase d'apprentissage, on passe tout le temps par cette phase d'incompétence consciente. Et s'il y a des gens qui te disent, pour le coup, ah non, on va passer direct de la phase 1 à la phase 3, t'inquiète, on a un raccourci et tout, il n'y a pas de raccourci en fait. Tu vas passer par là. C'est la phase de désorientation. Et cette phase de désorientation, c'est avec la pratique que tu te rends compte et que tu fais tes erreurs et que c'est dur. Mais tu vas passer par là et le seul truc que tu peux faire, c'est de redoubler d'efforts pour qu'elle dure le moins longtemps possible. Et le but, c'est de raccourcir cette phase le plus longtemps possible pour la passer avant que tu abandonnes. Voilà. Ok. Peut-être y aller un peu plus doucement au début, et puis 2 fois plus fort au bout de 3 mois, 4 mois, en fonction de là quand ça devient dur. Ok. Ouais. Mais après, ce qui est cool, c'est qu'une fois que tu as conscience de ces 4 phases, quand tu te retrouves dans ta phase de désorientation, là, tu sais qu'en fait, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que tu es en mouvement. C'est-à-dire que tu as déjà commencé ton apprentissage. Et que du coup, la prochaine phase, ça va être ta phase de compétence consciente où ça y est, et tu ressors la tête de l'eau et tu progresses. Donc oui, tu es une phase de désorientation, tu as ta phase d'incompétence consciente, c'est la phase la plus dure, ça veut dire que tu es déjà à la phase 2 et que c'est le moment d'y aller, de redoubler d'efforts et de passer à la phase 3 et tu vas bientôt kiffer. En gros, c'est ça le message à avoir. Ok, génial. Écoute Raphaël, je vois que le temps passe sur ces belles paroles. Ce que je te propose, c'est de passer aux questions de la fin avec donc la première grande question à laquelle tu as déjà répondu finalement dans le passé, mais on pourra comparer peut-être d'ailleurs les réponses, ce sera amusant. La formation en 10 ans, pour toi, c'est quoi ? La formation en 10 ans pour moi, c'est toujours très très dur de jouer à Madame Irma. Parce que déjà, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, rien qu'avec l'IA et ce que ça va chambouler, c'est dingue. Donc même à 3 ans, on a du mal à se dire, donc à 10 ans, c'est dur. Mais en tout cas, dans le futur, je pense que la tendance va être à une personnalisation de la formation, une hyper personnalisation de la formation, où tu vas avoir, on n'a pas tous les mêmes besoins. En management, on n'est pas tous dans les mêmes phases, par exemple, avec pas tous les mêmes équipes, pas tous les mêmes chefs, pas tous le même contexte de boîte, voilà, tout est différent. Et donc, il y a des trucs qui sont valables pour tous, et puis il y a des trucs où il faut être vraiment très précis sur le cas de chacun. Et donc, je pense que, notamment grâce à l'IA, la formation dans 10 ans sera une formation hyper personnalisée. Ok. Voilà. Ok, super. T'as pas peur de l'IA pour ton activité ? Moi, ça m'excite de ouf. Ouais. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est une opportunité de dingue de faire plus de choses, mieux, plus vite. Et il faut s'en saisir pour délivrer un max de valeur, quoi. C'est juste incroyable. Et d'ailleurs, je comprends que ça puisse faire peur un petit peu quand on voit toutes les possibilités que ça offre. Mais ça offre des possibilités dans tous les domaines. Dans la santé, ça va être dingue les découvertes qu'on va faire grâce à ça. On va vivre mieux, plus longtemps. On va apprendre plus de choses. C'est ouf. On va y avoir moins de morts sur les routes avec des bagnoles intelligentes. Enfin, genre, ça peut vraiment faire des trucs de malade pour notre société qui vont être géniaux. Ça va nous aider à lutter contre le changement climatique. Enfin, c'est vraiment une opportunité de dingue, l'IA. Alors,
Et après, on dit oui, mais est-ce que ça va me remplacer au boulot? Je pense qu'en fait, la concurrence, elle va pas se faire entre l'humain et l'IA. Ça va plutôt être entre l'humain qui ne sait pas se servir de l'IA et l'humain qui sait se servir de l'IA. Et donc, on a tout intérêt aujourd'hui à se mettre au boulot, à apprendre encore une soft skills, voilà, comment fonctionne l'IA, à s'en servir et à décupler nos capacités tous ensemble, parce qu'on peut vraiment faire des trucs géniaux avec. Et bah oui, si moi en une journée je peux faire ce qu'un autre ferait en 10 jours, et bah je serais con de pas le faire. Et voilà. Est-ce qu'il y a une personne ou un média que tu aimerais partager aujourd'hui? Je vais faire une passe D à un copain qui s'appelle Marc Le Sage Moretti, qui est un de mes témoins de mariage et qui est plus connu aujourd'hui sous le nom de Jocaris. Donc je sais pas si tu l'as déjà vu passer. Il a créé un talk show qui s'appelle Métier de rêve. Et bah, pour faire connaître les différents métiers, l'évolution des différents secteurs, comment ça se passe concrètement, le quotidien dans tel ou tel job, c'est juste génial. Et donc c'est un ancien vice-président de Goldman Sachs qui a tout quitté pour devenir créateur de contenu. Sa première manière de devenir créateur de contenu, ça a été de jouer à League of Legends et de devenir master sur League of Legends, comme un papy. Il a mis plus d'1 an à le faire, mais un papy de 31 ans qui, du jour au lendemain, est devenu, enfin en 1 an, master sur LoL, alors qu'il était trader chez Goldman, on va dire ça comme ça. Et puis maintenant, il s'est servi de cette notoriété, de l'audience qu'il y a auprès des jeunes pour leur transmettre des informations qui leur seront utiles pour leur avenir. Et je trouve ça formidable. Et il a déjà eu pas mal d'invités hyper quali. Je sais pas qui j'ai vu récemment, j'ai vu Caroline Mignot, je crois, Mignot, j'ai peur d'écorcher son nom, qu'on voit partout sur LinkedIn et j'ai juste du mal à retenir les prénoms et les noms des gens, qui dit des trucs géniaux, qui partagent leur vie. Il y a eu l'ancienne CMO de Payfit qui parle de marketing. T'as Jean de la Roche-Brochard qui parle d'entrepreneuriat et de VC. Enfin, c'est vraiment passionnant ces trucs, donc allez-y et régalez-vous. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a un livre que tu as sur ta table de chevet? Alors, ça change régulièrement de bouquin sur la table de chevet, mais un livre qui m'a marqué, c'est Hard Things de Ben Horowitz, il me semble. Hard Things About Hard Things. Ouais. C'est ça le titre complet, je crois. Ouais. Et il est vraiment incroyable ce bouquin. Sur la manière d'agir dans des entreprises. Il me faisait un peu penser aussi à un autre livre que j'ai lu qui était First Break All the Rules. Donc en gros, casse d'abord pas de règles, casser toutes les règles. What the greatest managers do differently. Donc ce que les meilleurs managers au monde font différemment, qui a été fait par l'Institut Gallup de mémoire. Qui sont des livres géniaux sur la manière de se comporter. Et en fait, on se met beaucoup trop de barrières, trop de croyances limitantes de j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça. Non, là, pour être pro, faudrait plutôt faire comme ça. Bonjour, se faire de ma part, bien cordialement, merci, au revoir, je sais pas quoi. Non, un moment. Et tu vois, Ben Horowitz, il t'explique dans Hard Things parfois comment il se servait de gros mots carrément. Il dit, ah non, mais tu peux pas dire des gros mots. Bah si, il y a des moments, si ça va pas et qu'il devait dire un gros mot, bah il lâchait son gros mot et puis voilà quoi. Et les gens, ça captait l'attention et il disait son message derrière et le message passait, le message était retenu quoi. Donc non, c'est vraiment un super bouquin. Super bouquin. Et effectivement, je le recommande, il est très cool. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te trouver, plutôt digitalement? Sur LinkedIn. Le plus simple, c'est sur LinkedIn. Je poste régulièrement sur LinkedIn des petits apprentissages que je chope à droite à gauche. Je parlais de Stéphane Moriou qui m'a appris beaucoup de choses récemment. Enfin, récemment, je veux dire, dans ce podcast. Je parlais j'ai la chance de côtoyer pas mal de formateurs et de coachs qui m'apprennent plein de choses. Pas mal de chefs d'entreprise qui m'apprennent plein de choses et donc j'essaie de relayer tous ces apprentissages au travers de post-it que je poste sur LinkedIn. Donc un post-it, un apprentissage. C'est très cool, ça réussit bien d'ailleurs, je crois. Ouais, c'est assez cool. Bah, ça met une idée, un post-it, et après, bah, il y a des gens qui aiment bien certaines idées, d'autres qui aiment moins certaines autres idées. Mais donc voilà, si vous voulez
apprendre des trucs de manière régulière qui viennent rarement de moi, qui sont souvent des apprentissages que j'ai eus, mais comme tout apprentissage, en fait, on apprend les uns des autres, que je relaye. Allez-y sur LinkedIn, et je suis très réactif parce qu'à force de publier, forcément, je check mes messages une fois de temps en temps. Ok, et écoute Raphaël, merci beaucoup pour ton passage dans l'épisode, pour ce second passage dans le podcast. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer le podcast? Apprenez, soyez curieux. Remettez-vous en question et lâchez rien. Et si vous avez ça, en plus d'être généreux, alors là, vous avez la vie devant vous. Voilà ce que je pense. Génial. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci Elliot, à la prochaine.